Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les généralités de base sur les suites numériques, c'est-à-dire les définitions, les différents modes de génération qu'on a pour ces suites numériques, et puis comment est-ce qu'on va faire une représentation, un graphique de ces suites. Alors, notons tout de suite que j'ai précisé ici suite numérique, souvent on parle juste de suite. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que on peut faire des suites de fonctions, on peut faire des suites de matrices, on peut faire des suites de variables aléatoires, on peut faire des suites de plein de choses. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur des suites de nombres, d'où le suite numérique. Allez, commençons tout de suite avec les définitions. Posons de quoi est-ce qu'on parle. Alors, première définition, une suite numérique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une fonction. On a vu un certain nombre de choses sur les fonctions, donc on va avoir plein de choses qui vont s'appliquer aussi dans ce cas-là. Simplement, c'est pas n'importe quelle fonction, c'est une fonction bien particulière, donc on va avoir des choses particulières dans le cas des suites. Donc, c'est une fonction qui est définie pour tous les entiers naturels n à partir d'un entier p. Bon, très souvent, on prendra tous les entiers positifs, positifs ou nuls, mais on pourrait prendre par exemple tous les entiers qui sont plus grands que 5, pourquoi pas. Donc vous voyez que ce n'est pas une fonction quelconque, c'est une fonction qui a pour ensemble de définition les nombres entiers. Et ça change plein de choses. Et donc, à tout entier naturel, n plus grand ou égal à p, eh bien, on va associer un nombre réel qui est son image, en fait par la fonction, qu'on va noter. Alors, la notation des fonctions, c'est u de n, d'accord? Donc la fonction c'est u, et puis donc à chaque n, j'associe, j'ai l'image u de n. Donc ça, c'est la notation des fonctions qu'on ne va pas réutiliser dans la suite, puisqu'on a une notation qui est spécifique aux suites, ici aux suites numériques, qui est de noter non pas u entre parenthèses n, mais u indice n. Donc en indice, un peu plus petit et pas sur la même ligne. Donc, une suite numérique, c'est une fonction u qui a n associe un. Alors, conséquence, en fait, une suite numérique, c'est simplement une liste, attention, ordonnée. À 0, j'associe telle valeur, à 1, j'associe telle valeur, etc. Donc une liste ordonnée de nombres réels, puisque là je ne l'ai pas précisé, mais un, a priori, c'est un nombre réel quelconque, qu'on va numéroter à l'aide d'entiers naturels, et donc comme je l'ai dit, le plus souvent, on commencera avec u0 ou u1 en tout premier terme. Alors, une remarque un petit peu rapide. Là, je vous présente le cas le plus classique. Je vous ai dit, on pourrait définir des suites de fonctions, des suites de matrices, des suites de plein de choses. De la même façon, ici, je vous dis, c'est une liste de nombres réels. Ça pourrait être des nombres complexes, par exemple. C'est possible aussi. Ou on pourrait aussi se restreindre à un ensemble plus petit que l'ensemble de tous les réels. Et puis, autre remarque, on ne le fera pas ici, mais au lieu de prendre tous les entiers positifs, on pourrait aussi définir des suites avec des indices qui sont des entiers négatifs. C'est aussi une possibilité, mais dans tout ce qu'on va raconter par la suite, on est bien dans le cas présenté ici, c'est-à-dire qu'on prend des entiers positifs éventuellement à partir d'un certain rang plus grand que 0, et on obtient des nombres réels. Alors, je continue encore avec des remarques. Dans la suite, je vais à peu près toujours considérer que n appartient à grand N, d'accord, donc des entiers positifs ou nuls. Mais si jamais ce que je vais raconter était défini pour n plus grand qu'un certain nombre, eh bien on pourrait généraliser ce que je vais raconter. Allez, on continue avec des définitions. Donc, la suite U0, U1, U2, etc. Donc, cette liste de nombres qui correspond aux images de tous les n possibles, eh bien, on la note parfois
UN comme ça entre parenthèses, ou UN entre parenthèses, et on précise en indice un N appartenant à grand N, et donc si jamais N appartient à N étoile, ben on précisera N appartient à N étoile, etc., etc. Ou on note aussi parfois juste U. D'accord? Donc la suite des nombres U0, U1, U2, et il n'y a pas de fin. N appartient à grand N, donc va jusqu'à l'infini. Donc cette suite-là, on peut la noter U ou mettre juste UN entre parenthèses pour dire c'est la suite de tous les nombres U0, U1, etc. On dit dans ce cas-là qu'elle est définie sur grand N. Et petit un, alors attention, sans les parenthèses, le un, c'est ce qu'on appelle le terme général ou le terme d'indice n de la suite un ou de la suite u, tout dépend comment on note ça. Donc, u1 par exemple, ce sera le terme d'indice 1 de la suite u ou de la suite un entre parenthèses. Par contre, u1, c'est pas le terme général, c'est u1, point. Allez, un exemple. Prenons UN, qui est la suite des entiers naturels impairs. Eh bien, on va avoir, alors, on pourrait définir ça de façon un petit peu différente, mais là, comme on n'a rien précisé, a priori, le premier terme, c'est pour n qui vaut 0, donc U0. Le premier entier naturel impair, c'est 1, donc U0 égale 1. Le suivant, U1, du coup, c'est 3. U2, ça va être 5, etc., etc. Alors, des remarques fondamentales, vraiment à faire très attention. Première remarque, UN entre parenthèses, c'est la suite, donc quelque part c'est une fonction, alors que quand on prend UN sans les parenthèses, c'est un terme précis de la suite, enfin c'est le terme général, mais c'est le terme d'indice N de la suite, donc c'est un terme, c'est un nombre. D'accord? Donc, de la même façon qu'on ne confond pas f et f de x, on ne confond pas un entre parenthèses et un sans parenthèses, et on ne confond pas u avec un. Et puis, deuxième remarque, ces suites numériques, elles sont utilisées pour modéliser des phénomènes qu'on qualifie de discrets, c'est-à-dire des évolutions étape par étape. Par exemple, je ne sais pas, moi, on va regarder la température à un endroit donné tous les jours. Donc, je vais avoir la température au jour 0, au jour 1, au jour 2, etc. Je vais noter, je sais pas moi, T1, T2 pour la température du jour 1, du jour 2. Voilà. Et on voit que c'est très intuitif de définir ça comme ça. C'est des choses qu'on trouve énormément dès qu'on veut représenter ou se baser notamment sur des choses réelles. D'un point de vue notation, c'est pareil, il faut faire très attention. Le terme qui suit le terme UN, donc le suivant dans la suite, c'est UN plus 1. Si on revient aux fonctions, j'ai UN, et puis après, j'ai U de n plus 1. Et donc, le n, je le remplace, si vous voulez, par n plus 1. Donc, c'est bien U, indice n plus 1. Et de la même façon, celui qui était avant, c'est le U, n moins 1. Et, eh bien, on fait bien attention d'écrire les choses correctement. Je réinsiste, les indices, c'est en plus petit et pas sur la même ligne. Et on fait bien la différence entre UN plus 1, le terme d'après, et UN, le tout plus 1, le terme N, d'indice N, auquel je rajoute le nombre 1. C'est pas, en général, du tout la même chose. Et donc, ça veut dire que si vous écrivez UN plus 1 comme ça, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est UN plus 1 ou UN plus 1? C'est impossible à savoir. Ça, c'est une notation qui est à bannir. On ne peut pas écrire ça, ça n'a aucun sens. Bien évidemment, c'est pareil pour UN-1 et UN le tout moins 1. C'est pas du tout la même chose, en tout cas en général. Donc on fait très attention à la notation des indices.
Bien, représentation graphique. Comment est-ce qu'on fait la représentation graphique d'une suite? Alors déjà, une suite, c'est juste quelques points. Alors, il y en a une infinité, mais je ne vais pas pouvoir relier les points, hein. Ça n'a pas de sens quand je dessine, quand je trace, je fais la représentation graphique d'une fonction. J'ai des traits continus parce que, en tout cas en général, je prends un intervalle, dans le pire des cas, qui va me donner un intervalle. Et donc, il y a toutes les valeurs de l'intervalle qui sont dedans. Là, c'est loin d'être le cas. Alors, dans un repère du plan, on peut représenter graphiquement une suite UN. Disons qu'elle est définie par sur n, hein, mais sinon, ça ne changerait pas grand-chose à ce qu'on va dire. Tout simplement en traçant, en représentant l'ensemble des points de coordonnées n et un. D'accord? Donc je vais mettre en abscisse le n, l'indice, et en ordonnée, je vais placer le un. Alors, remarque, c'est un nuage de points. Hein? Et je ne relie surtout pas les points. Je suis dans le cas d'une suite, donc dans un cas discret. Allez, faisons un exemple. Si on reprend la suite des entiers naturels impairs qu'on a vu précédemment, eh bien, comment est-ce qu'on va représenter? On a dit U0, c'est 1, donc j'ai le point de coordonnées 0, U0. Ensuite, U1, on a dit que c'était 3, donc j'ai le point de coordonnées 1, U1, qui vaut 3. Et puis je continue, le suivant, c'est 5, donc j'ai le point de coordonnées 2, U2. Et puis je peux continuer, 3, U3 qui vaut 7, etc. etc. Alors attention, ce que j'ai mis là en pointillé, c'est les traits de construction. Le nuage de points, c'est uniquement les petites croix rouges. Bien, donc mes 4 points qui sont les points du nuage et donc qui sont justement des points du nuage. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces définitions et je l'espère que tout est clair dans les termes, voyons les modes de génération d'une suite. Comment est-ce qu'on peut définir, créer une suite numérique? Eh bien, il y a 2 procédés usuels pour définir une suite. Le premier, c'est tout simplement de donner une formule explicite du type un est égal à f de n avec f qui est une fonction. Je sais pas moi, un égale n carré, etc. etc. Alors, justement, voyons des exemples. Ce sera le plus parlant. Exemple 1, on va prendre la suite un qui est définie sur grand N par un, c'est n carré plus 3. Je suis bien dans le cas où un est égal à f de n parce que quelle fonction f j'ai pris? J'ai pris tout simplement la fonction qui a x associe x carré plus 3. Vous voyez qu'effectivement, si je remplace ici mon x par n, j'ai bien n carré plus 3. Donc j'ai bien un qui est f de n. La f, alors, elle est définie sur tout R, mais nous, peu importe, nos n, ce sont des nombres qui sont entiers, qui sont positif, donc on va la prendre définie sur 0 plus l'infini, ce sera bien suffisant pour nous. Alors, U0, c'est quoi? U0, je remplace mon petit n par 0, j'obtiens 0 au carré plus 3, ça fait 3. U1, c'est quoi? C'est, alors je peux le voir comme f de 1, où je remplace mon n ici par 1, j'obtiens donc 1 au carré qui fait 1, plus 3 qui fait 4. Et je continue. U2, ça fait 2 au carré qui fait 4, plus 3 qui fait 7. U3, c'est 3 au carré qui fait 9, plus 3 qui fait 12, etc. etc. Et je peux représenter cette suite. Alors si je fais la représentation graphique, j'ai mes points. 0 U0, 1 U1, 2 U2, 3 U3, etc. Et si on trace sur le même graphique la représentation graphique de la fonction f, eh bien on voit que nos points sont sur cette représentation graphique. Et c'est normal, on a dit que un, c'est f de n. Les points
ou plutôt cette courbe ici verte, hein, la représentation graphique de f, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Donc, quand je place n, un, bah oui, c'est un point de la représentation graphique. Par contre, je ne les ai pas tous. J'ai que ceux qui sont pour un n entier. Allez, regardons un deuxième exemple. Je prends un, la suite qui est définie cette fois sur n étoiles. Hein, je ne prends pas 0. Pourquoi? Parce que je prends la suite qui est définie par un égale 1 sur n. Je n'ai pas le droit de diviser par 0. Bon, bah, c'est bien une suite qui est définie par une formule explicite, puisque j'ai un qui est égal à f de n avec f de x qui est égal à 1 sur x. Je vais prendre f définie sur 0 plus l'infini, peu importe hein, qu'elle soit, qu'on pourrait la définir aussi sur moins l'infini 0. Pour nous, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, nos n sont positifs. On peut bien évidemment calculer les termes. Hein. U1, bah, c'est 1 sur 1, ça fait 1. U2, c'est 1 sur 2. U3, c'est 1 sur 3, etc. Et de la même façon, je peux faire la représentation graphique. Donc là, bon, j'ai été un peu plus vite, mais vous voyez qu'encore une fois, hein, si on trace la représentation graphique de la fonction f, eh bien, nos points, notre nuage de points hein, qui représente notre suite, sont bien des points qui sont sur cette courbe. Et encore une fois, c'est normal, puisque nos points du nuage de points, ce sont des n, f de n. Alors, le deuxième mode de génération d'une suite, c'est de définir une suite par une relation de récurrence. Et on va voir que ça change beaucoup de choses par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on définit une suite par récurrence, ou avec une relation de récurrence, en donnant deux informations. On va donner son premier terme, ou éventuellement ses premiers termes. Hein, tout va dépendre du cas. Parfois, il faut donner les 2 ou les 3 premiers termes. Parfois, juste le premier suffira. Et on va donner une relation qui permet de calculer un terme en fonction des termes précédents. Alors, le cas le plus simple, c'est de donner une relation entre un plus 1 et un. Et donc, à ce moment-là, on peut se contenter de donner le premier terme. Mais on pourrait très bien donner une relation entre un plus 1 et un moins 1, par exemple. Et à ce moment-là, on aurait besoin des deux premiers termes pour pouvoir calculer le troisième. Et puis, à partir des deux, du deuxième et du troisième, on peut calculer le quatrième, etc. etc. Donc, cette relation, hein, c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence. Allez, faisons un premier exemple. On prend U0 qui est égal à 1. Donc, j'ai défini mon premier terme. Et ensuite, je dis, bah, pour tout n positif, un plus 1, c'est 2 fois un plus 3. Donc, vous voyez que je donne une relation entre le terme un plus 1 et le terme d'avant. Donc, j'ai bien une relation de récurrence, ici. Et comme j'ai donné U0, je suis capable de calculer U1, puisque U1, c'est quoi? Bah, U1, c'est cette relation-là quand je prends n qui vaut 0. D'accord? Donc quand je prends n qui vaut 0, j'obtiens U1 qui est égal à 2 fois U0 plus 3. Et puis quand j'aurai calculé U1, je pourrais calculer U2 parce que U2 c'est U1 plus 1, donc ça correspond à n qui vaut 1. Et donc je vais faire 2 fois U1 plus 3, etc. etc. Et donc de proche en proche, comme ça on va pouvoir calculer tous les termes. Donc, si on fait les calculs justement, bah, U1 ça vaut 5, U2 ça vaut 13, U3 ça vaut 29, etc. etc. Si je fais la représentation graphique, eh ben, on va placer les termes, hein, le nuage de points, comme on l'a déjà fait. Donc, vous voyez, je mets 0, 5, non, 0, 1, pardon, 1, 5, 2, 13, 3, 29. Et puis, on pourrait continuer comme ça. Alors, remarquez que ici, je vais le faire comme ça, on peut dire que un plus 1, c'est égal à f de un avec la fonction f qui est la fonction qui a x associe 2x plus 3. Hein, effectivement,
si je remplace mon x là par un, j'obtiens quoi? J'obtiens 2un plus 3. Mais attention, on n'est pas dans le cas de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un égale f de n. Ici, c'est un plus 1 qui est égal à f de un. Et ça change tout. Et notamment, si je fais la représentation graphique, que je trace, hein, là, la courbe, ici, j'ai mis un segment de droite, qui représente, donc on a dit, hein, f de x est égal à 2x plus 3. Bah, vous voyez que, alors, on a un point qui est dessus, et là, c'est vraiment une coïncidence, mais les autres points ne sont pas dessus. Et c'est normal. Les points de cette droite-là, ce sont les points de coordonnées x, 2x plus 3. Mes points rouges, ce sont les points de coordonnées n, un. Et un, c'est pas du tout 2n plus 3. À part, effectivement, on voit que, bon, bah pour u1, c'était le cas. Mais si on avait pris un autre u0, ce serait pas le cas. Hein, d'accord? Voilà. Un, c'est pas f de n. J'ai un plus 1 qui est f de un. Ça n'a rien à voir. Allez, prenons un deuxième exemple. Je prends cette fois, alors une relation de récurrence un tout petit peu plus compliquée. Vous voyez, je prends un plus 1, c'est un plus un moins 1. Donc je relie un terme aux deux précédents. Bah, quand je fais ça, pour pouvoir calculer les termes d'après, il faut que je connaisse les deux premiers. Hein, faut que je connaisse les deux d'avant. Donc, pour définir le début, d'ailleurs, il y a une petite erreur. Hop, on va prendre 2, ou alors il faudrait prendre u0 et u1. Pour pouvoir calculer le premier nouveau terme, hein, il faut bien que je connaisse les deux premiers. Donc ici, je vous ai défini u1 qui vaut moins 3 et u2 qui vaut 2. Et donc, je vais pouvoir calculer le prochain terme qui est le u3. Donc le u3, ça va être quoi? Ça va être u2 plus u1. Bah, ça tombe bien, hein, je les connais. Donc, voilà, u3 c'est u2 plus u1. Et puis une fois que j'ai u3, je peux calculer u4. u4 c'est u3 plus u2. Et puis une fois que j'ai u4, je peux calculer u5, puisque c'est u4 plus u3, etc. etc. Alors, on peut faire la représentation graphique ici de notre suite, sans aucun problème. On place toujours pareil les points de coordonnées n, un. Donc on va retrouver le fait que u1 c'était moins 3, que u2 c'était 2, que u3 c'est moins 1, qu'on a 1, 0, etc. Là, oui, on pourrait donner une fonction et dire que un plus 1, c'est f de un et un-1, mais donc c'est une fonction de deux variables. Là, de toute façon, on ne pourrait même pas tracer la fonction f. Hein, ça n'aurait pas de sens, en tout cas pas dans un plan comme ça. Donc voilà, on a vu deux exemples de relations de récurrence. Un exemple où on a juste un plus 1 qui est f de un, et puis un exemple où on a besoin, pour calculer le terme d'après, d'avoir plusieurs termes avant. Ça reste, hein, dans les deux cas, des définitions de suite par des relations de récurrence. Bon, quelques remarques. Alors, première remarque, quand on a une suite qui est définie par une formule explicite, hein, donc un égale f de n, on peut très facilement et directement calculer n'importe quel terme de la suite. Par exemple, je peux calculer u100. u100, c'est f de 100. Hein, c'est pas un problème. Par contre, quand on a une suite définie par une relation de récurrence, si je veux calculer u100, j'ai pas le choix. Pour calculer u100, je vais avoir besoin de connaître u99, et donc de connaître u98, et donc de connaître u97, etc., etc. Et donc en fait, il va falloir partir du début et les calculer les uns après les autres pour arriver jusqu'au u100. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup, beaucoup plus de calculs à faire, et c'est pas évident.
C'est pour ça que quand on a une relation de récurrence, ou une suite définie par une relation de récurrence, eh bien, très souvent, on va essayer de rechercher une formule explicite. Donc, pouvoir traduire, pouvoir dire, ah bah oui, j'avais un plus 1 qui est égal à une telle relation de récurrence, et bien maintenant, j'arrive à dire que un est égal à f de n avec f qui vaut telle formule, telle fonction. C'est toujours ce qu'on va espérer obtenir pour pouvoir justement calculer simplement, et avec peu de calcul, n'importe quel terme de la suite. Alors après, ça, parfois c'est assez simple, parfois c'est compliqué, parfois c'est impossible à résoudre. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer, à trouver ces formules explicites ? Ça dépend. On verra dans de prochaines vidéos qu'on a des cas particuliers pour lesquels on sait, on l'a démontré, donc on a des formules générales, ça va être le cas par exemple des suites arithmétiques, des suites géométriques. Parfois, on va pouvoir, en calculant quelques premiers termes, faire une hypothèse, se dire, ah bah tiens, j'ai l'impression que un c'est telle formule, et puis après, on va le démontrer. Par exemple, en faisant une récurrence, une démonstration par récurrence. Et puis, si on n'a pas tout ça, on sera bien embêté et on aura beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Alors après, parfois, on peut, en passant par d'autres suites, arriver à se ramener à quelque chose d'explicite, mais c'est loin d'être le cas général. Bon, pour à peu près terminer cette partie sur les modes de génération, voyons comment est-ce qu'on fait la représentation graphique d'une suite définie par une relation de récurrence, pas n'importe laquelle, un plus 1 égale f de un. Donc on a dit représentation graphique d'une suite, dans le cas général, c'est simplement je trace le nuage de points des n un. Sauf qu'on a vu, quand on a un plus 1 qui est égal à f de un, la représentation graphique de la fonction f, elle ne nous sert à rien pour ce nuage de points. Et pourtant, elle est forcément utile, cette fonction f, puisqu'elle est à la définition de tout. Donc, dans le cas particulier où on a un plus 1 qui est égal à f de un, et uniquement dans ce cas-là, on va pouvoir faire une autre représentation graphique de la suite, qui marche de la façon suivante. Donc l'idée, ce n'est plus du tout d'obtenir le nuage de points des points NUN. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trace donc la représentation graphique de la fonction f, et dans le même plan, on va tracer la droite y égale x. La droite d'équation y égale x, la première bisectrice. Une fois qu'on a fait ça, on va placer U0 sur l'axe des abscisses. Et ensuite, on sait que U1, c'est f de U0. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir placer le point de coordonnées U0, f de U0, donc, je viens de le dire, f de U0, c'est donc U1. Et ce point-là, comment est-ce que je vais le placer? Mais tout simplement, c'est un point de la représentation graphique de f. Là, j'ai bien un x, f de x. Donc c'est un point de CF. J'ai le U0, donc il y a juste à regarder le point de f qui a pour abscisse U0. Ça nous donne U1. Eh bien, ce U1, j'ai donc la valeur de U1 sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, on va, entre guillemets, le ramener sur l'axe des abscisses en faisant une symétrie par rapport à D. Alors, on verra sur l'exemple juste après qu'on fera peut-être pas tout à fait la symétrie. On va faire en sorte d'avoir un truc un petit peu plus précis au niveau de la représentation graphique. Et maintenant que j'ai ramené U1 sur l'axe des abscisses, je vais pouvoir réitérer pour obtenir U2 parce que quand je vais prendre le point de CF d'abscisse U1,
son ordonnée, c'est f de U1, et f de U1, par définition, c'est U2. Et donc, je vais avoir l'ordonnée de ce point-là, qui est U2, puis je vais ramener sur l'axe des abscisses, etc., etc. Alors, voyons un exemple, justement, ce sera beaucoup plus parlant. On va prendre UN, la suite qui est définie de la façon suivante. Donc, on prend U0 qui vaut moins 1,5 et UN plus 1 qui est racine de 2 UN plus 3. Donc, ici, hein, la fonction f, c'est racine de 2x plus 3. Hein, donc, f de x égale racine de 2x plus 3. Donc, j'ai déjà tracé hein, la courbe représentative de la fonction f. Et puis, j'ai tracé ici donc la droite D, hein, y égale x. Hein, vous voyez bien qu'à chaque fois, hein, j'ai bien le même x et le même y. Alors, allons-y. On a dit, on commence par mettre U0 sur l'axe des abscisses, donc U0 qui était moins 1,5, et je prends à 0 le point de coordonnées U0, F de U0, donc le point de CF qui a pour abscisse U0. Et ce point-là, à 0, son ordonnée, c'est F de U0, c'est-à-dire que c'est U1. Donc j'ai l'ordonnée ici, qui est U1. On a dit. Ensuite, on veut ramener ce U1 ici. Alors, on ne va pas prendre la règle pour mesurer hein, cette longueur-là, parce que, et puis la remettre ici, ça ne va pas être très précis. On a dit, on fait une symétrie. Alors, oui, on pourrait faire une symétrie. Hein, simplement, si je veux faire la symétrie, bah, il faut que j'arrive... je ne suis pas du tout bonne là. Hop, il faut que j'arrive à trouver, alors on va mettre par là, mais justement c'est ça qui pose problème, il nous faut une droite qui est perpendiculaire à la droite D. Et ça, on sait très bien qu'au niveau de la représentation graphique, déjà je suis pas sûre que tout le monde ait une équerre pour pouvoir faire un bon angle droit, et c'est pas toujours très très droit ni très très précis. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va eh bien, tracer ici la droite, ou le segment de droite horizontal. Hein, alors, oui, il faut encore que ce soit perpendiculaire à l'axe des ordonnées, mais bon, on arrive quand même mieux à se rendre compte que c'est pas très perpendiculaire quand elle n'est pas très horizontale. Donc, on trace la droite horizontale ici, et le point là, quand je tombe sur D, c'est le point qui a pour coordonnées, la même abscisse et la même ordonnée, hein, y égale x. Donc là, si je suis à U1, le point qui est ici, il a pour coordonnées U1, U1. Et donc si je redescends à la verticale, hein, bien perpendiculaire à l'axe des abscisses, eh bien j'obtiens le U1 qui est ici. D'accord? Donc il y a deux façons de faire. Moi, je vous conseille d'utiliser plutôt cette façon-là. En général, ça donne des résultats un peu meilleurs. Bon, et puis maintenant que j'ai ça, eh ben, je réitère. Le point de CF qui a pour abscisse U1 a pour ordonnée U2. Hein, F de U1, c'est U2. J'ai U2, je vais le ramener sur l'axe des abscisses de la même façon. Mon U2 est ici. Et puis je continue. Je prends le prochain point de CF qui a pour abscisse U2, c'est A2. Son ordonnée, c'est U3 parce que c'est F de U2. Je ramène sur l'axe des abscisses et on peut continuer hein, comme ça, obtenir U4, etc. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai fait la représentation graphique de la suite UN. Simplement, ma suite UN, je l'ai représentée sur la droite des réels, ici sur la droite des abscisses. D'accord? Donc, je n'ai pas représenté N UN, hein, les points de coordonnées N UN. Je n'ai pas représenté ma suite dans le plan, mais j'ai fait la représentation graphique de ma suite sur la droite des réels. Voilà qui conclut cette vidéo. On va pouvoir passer à d'autres vidéos dans lesquelles on va parler de convergence, dans lesquelles on va parler de croissance et de décroissance de suite majorée, etc., etc.